sommaire de cette édition, promouvoir une meilleure information et susciter la participation du citoyen nigérien à la vie publique. Tel est l'objectif du projet promotion de l'éthique et du contrôle citoyen des médias au Niger, un projet initié par l'ONIMED. Détail dans cette édition. Point de presse cet après-midi du haut-commissaire à l'aménagement de la vallée du Niger. Objectif, faire le point sur la situation du barrage de Kandaji. Voilà pour le sommaire. Monsieur Dam, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dounia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, le ministre de la Communication a procédé cet après-midi au lancement du projet promotion de l'éthique et du contrôle citoyen des médias au Niger. Un projet financé par l'Union européenne à hauteur de 200 000 € et piloté par Alternative Espace Citoyen et l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie. On y met d'autres précisions avec le représentant de la délégation de l'Union européenne au Niger, Jean-Jacques Keria, avant de revenir plus en détail sur cet élément au cours de notre édition d'information demain à 13 h. Afin de favoriser la compatibilité, voire l'interactivité des cadres légaux et des professionnels des médias, je me félicite aujourd'hui de la réponse favorable accordée par l'Union européenne à la requête introduite par Alternative Espace Citoyen au travers d'une subvention de plus de 200 000 € destinée à la promotion de l'éthique et du contrôle citoyen des médias au Niger. Projet d'une durée de 2 ans qui sera mis en œuvre par Alternative Espace Citoyen en partenariat avec l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie, l'ONIMED. L'objectif recherché est de contribuer à la production d'une meilleure information et de susciter une participation plus active du citoyen nigérien à la vie publique dans son pays. Cela passe, vous en conviendrez avec moi, par l'existence d'un environnement favorable au respect des règles d'éthique et de déontologie par les journalistes et les responsables des médias publics et privés, d'une part et d'autre part, par l'amélioration de la qualité des prestations offertes par les médias. À cette fin, nous partageons l'idée que la mise en place d'un mécanisme efficient de contrôle citoyen des médias publics et privés aiderait à atteindre cet objectif. Il convient de souligner que, par ce soutien, l'Union européenne répond à une recommandation pertinente de la mission d'évaluation du programme d'appui au processus électoral au Niger, PAPEN, cadre multilatéral de soutien à l'organisation des dernières élections générales de 2010-2011. Cette recommandation considère en effet comme fondamentale la nécessité de veiller au respect des règles de déontologie de la part des journalistes, notamment en renforçant les capacités des structures comme l'ONIMED. Permettez-moi enfin de partager avec vous ma conviction que cette démarche, associée à la disponibilité d'équipements et de moyens opérationnels, contribuera à légitimer davantage auprès des médias et des journalistes l'approche de l'autorégulation qu'ils ont choisi de privilégier pour raffermir les acquis de leur liberté d'exercer dans un secteur assaini et selon une déontologie toujours respectée. Autre fait de l'actualité, le haut-commissaire à l'aménagement de la vallée du Niger a animé cet après-midi une conférence de presse sur la situation du barrage de Kandaji. Objectif, informer l'opinion nationale sur l'évolution de la situation. D'autres précisions avec Al-Mokhtar Kené et Boubacar Souley. Amener le peuple nigérien de temps à autre au même niveau d'information par rapport à la situation du barrage de Kandaji, c'est cela l'objectif de cette conférence de presse animée par le haut-commissaire à l'aménagement de la vallée du Niger, assisté par ses proches collaborateurs. En tant que principal bailleur de fonds, à hauteur de 37% du coût du barrage, l'État du Niger s'active pour la poursuite des travaux du barrage de Kandaji. Après la résiliation du marché, nous sommes en train de travailler sur deux chantiers parallèles. Le premier, évidemment, c'est la gestion de la résiliation. Et le deuxième, plus important pour nous, c'est la reprise des travaux. Comment nous pouvons très rapidement reprendre ces travaux de construction du barrage de Kandaji. S'agissant de la gestion de la résiliation, nous avons résilié le contrat. Nous avons donc fait l'état des lieux depuis le 23 juillet 2013. Nous avons fait l'état des lieux de façon contradictoire avec l'entreprise. Nous avons le chantier sous-scellé. Nous avons fait appel de caution et nous sommes en train d'élaborer le décompte général et définitif pour solder carrément le marché. Donc nous sommes à cette étape-là, le décompte définitif a été établi, nous l'envoyons à l'entreprise pour signature et une fois que c'est signé, ça veut dire que nous clôturons cette affaire de la gestion. Maintenant le plus important est là où évidemment
le chef de l'État et le Premier ministre suivent de très près, c'est cette question de reprise de ces travaux-là. Alors, en raison de l'extrême urgence liée à la poursuite des travaux, nous sommes dit la première chose à faire, c'est de faire un audit technique et financier de ce qui a été fait. On a recruté un consultant indépendant qui a été financé par la Banque islamique de développement. Ce consultant est allé sur le chantier, c'est un bureau d'études. Ils sont venus ici, ils ont séjourné, ils sont allés sur le chantier, ils ont fait le point, ils ont déposé un rapport provisoire sur lequel des observations ont été faites et nous avons même reçu le rapport définitif. Alors, que dit le rapport d'audit? Le rapport, très rapidement, conclut, que l'exécution des travaux sur le terrain, d'après ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont pu relever, le taux d'exécution après 2 ans est effectivement de 6%. Et que l'entreprise a accumulé un retard d'environ 17 mois par rapport au planning, sur 24 mois. Deuxième chose, sur le plan financier, l'auditeur est venu à la conclusion que l'entreprise doit rembourser environ 10 milliards de francs CFA à l'État nigérien. C'est-à-dire que l'entreprise a encaissé à peu près 15 milliards de francs CFA. Les travaux qu'elle a réalisés sont estimés à environ 5 milliards de francs CFA. Donc aujourd'hui, c'est l'entreprise russe qui doit pouvoir rembourser à l'État nigérien 10 milliards de francs CFA par rapport à ça. On viendra aux questions, mais pour anticiper, je vais tout se dire que ces 15 milliards étaient dus surtout à l'avance de démarrage. Donc on avait donné une avance de démarrage à l'entreprise, mais ces avances-là étaient cautionnées à 100%. Donc nous avons des cautions des banques qui garantissent ces cautions. Et les cautions sont claires dans leur libellé. À notre première demande, la banque doit pouvoir nous rembourser l'argent qu'on a repris. Et nous avons fait appel de ces cautions-là auprès des banques concernées. Toujours dans un souci de voir l'effectivité de la réalisation du barrage, l'État du Niger, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, prépare une mission qui devrait permettre l'examen des dossiers de requalification et l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en œuvre cohérente du programme Kandaji. Les futures étapes pour nous, c'est très rapidement élaborer un dossier de préqualification. C'est-à-dire, et là aussi, ça a été discuté à Washington, et les bailleurs de fonds ont encouragé qu'on aille vite dans l'élaboration du dossier de préqualification. Nous l'avons déjà élaboré au niveau du Haut-Commissariat, et le projet de dossier de préqualification a été envoyé à nos partenaires. Nous attendons maintenant, et la semaine prochaine, ils seront là. Tous les bailleurs de fonds seront encore ici la semaine prochaine pour une mission conjointe. Et au cours de cette mission-là, nous examinerons ce dossier de préqualification et nous allons lancer la préqualification. Et probablement, ça dépendra de la date qu'on aura arrêtée avec nos partenaires. Mais en tout cas, notre ambition est que novembre, décembre ou plus tard, nous puissions lancer la préqualification. De quoi s'agit-il? Il s'agit de faire un dossier, de lancer un truc sur le plan international et de demander à toutes les entreprises qui estiment qu'elles sont capables de faire ce genre de travail-là, de nous envoyer leur dossier avec tous les détails de leurs compétences, leurs capacités techniques et leurs capacités financières. Et les comités sera mis en place à cet effet pour examiner et sortir de cet exercice-là la liste des entreprises capables de faire ce travail-là. Une fois qu'on a eu la liste des entreprises capables de faire ce travail-là, maintenant on demande à ces entreprises-là de faire des propositions techniques et financières pour choisir une qui va nous réaliser le travail. Donc le processus est assez clair à ce niveau. Vraiment, préqualification, choix de l'entreprise, réalisation des travaux. Dans le même temps, nous travaillons à aller vite pour commencer les travaux préparatoires, très rapidement. Vous avez entendu dans les conclusions du Conseil des ministres, il a été convenu que ces travaux-là démarrent en février 2014. Face aux questions des journalistes, le haut commissaire à la vallée du Niger a apporté des réponses qui rassurent, surtout avec cette détermination des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, Issoufou Mahamadou, de voir le barrage de Kandaji enfin réalisé. Autre aspect de cette édition, l'association nigérienne des hémodialysés et insuffisants rénaux a procédé ce matin à la remise de témoignages de satisfaction au Dr Hassan Sanda de la primature, à Abdourahmane Salifou, agent du ministère de la Santé publique, et Abba Haji,
du garage administratif. Objectif, remercier ces personnes pour leurs efforts consentis dans l'amélioration des conditions de vie des hémodialysés. D'autres précisions avec Mariama Soumana. L'association nigérienne des dialysés et insuffisants rénaux a vu les conditions de vie de ses membres s'améliorer à travers sa dotation en matériel sanitaire, logistique et surtout d'un siège qui abrite le réseau des hémodialysés et insuffisants rénaux de l'espace UEMOA. Ceci est le fruit des efforts de la primature, du ministère de la Santé publique et le garage administratif. Pour donc témoigner leur gratitude à l'endroit des généreux donateurs, les membres de l'association ont procédé à cette remise de témoignages de satisfaction. Ce sont des gens, ce sont des personnes qui sont constamment avec nous, qui ont été à chaque fois que les malades ont des problèmes, ils sont là, ils sont à notre côté, ils se sont battus depuis et nous avons pensé qu'il est de notre devoir de leur témoigner notre reconnaissance. Très émus et surpris par ce geste, les récipiendaires s'engagent à accompagner davantage les hémodialysés à travers leur ministère de tutelle. Je pense que ce témoignage de satisfaction va vraiment à l'endroit de tout le cabinet du Premier ministre. C'est vrai que nous avons en face de nous une association de dialysés, une association qui est très dynamique, qui a tout fait, qui a vraiment un plan d'action, qui a ses objectifs. Et au niveau du cabinet du Premier ministre, on a tout fait pour accompagner cette association. Je crois que des efforts importants ont été faits, et particulièrement par le Premier ministre, son Excellence le Premier ministre. Et à l'issue de ça, vous avez bien vu qu'ils ont effectivement bénéficié de la logistique, qu'ils ont bénéficié d'un local. Nous restons toujours en collaboration et nous sommes toujours disponibles et nous restons à leur côté. C'est un plaisir, effectivement, un honneur de recevoir ce témoignage. Mais en réalité, c'est une grande surprise parce que, à notre qualité de ceux en charge de la santé, pour moi, c'est tout à fait normal ce qu'on est en train de faire pour l'amélioration des conditions de vie et de soins des dialysés, comme on venait de le dire. Ce geste de ces généreux donateurs mérite de faire école chez les bonnes volontés afin de soutenir ces hémodialysés. À l'occasion de la célébration de la Journée des Nations Unies, un cocktail a été organisé hier après-midi dans l'enceinte de la représentation des Nations Unies au Niger. Notre reporter Aoussi Abdraman y a pris part. Voici son compte-rendu. C'est sous le signe du renforcement de la paix et de la sécurité dans le monde que l'Organisation des Nations Unies a célébré sa journée qui est commémorée le 24 octobre de chaque année. À cette occasion, le représentant résident du système des Nations Unies au Niger a prononcé une allocution au cours de laquelle il a évoqué les actions de grande envergure entreprises de concert avec l'État nigérien. J'ai la ferme conviction que ce pays recèle de potentialités très importantes qui ne demandent qu'à être travaillées, à être transformées, à commencer par sa jeunesse, à commencer aussi par ces femmes qui, jour et nuit, dans les plus profonds du Niger, travaillent pour abréger les souffrances d'enfants qui ont des difficultés, parce que la question de la malnutrition aussi est une question importante dans ce pays, et de la sécurité alimentaire. Nous, en tant que membres du système des Nations Unies, dans le domaine humanitaire comme dans le domaine du développement, nous travaillons ensemble pour contribuer modestement à cette pierre que nous voulons mettre pour, dans le domaine humanitaire, comme je l'ai dit tantôt, la sécurité alimentaire, nutritionnelle, les inondations, les risques, les maladies, à côté du gouvernement, particulièrement ici au niveau du dispositif national, mais aussi d'autres structures de la primature. Pour les droits de l'homme aussi, je pense que le Niger a passé le pays et nous sommes très honorés qu'un an après cela aussi, vous avez une commission des droits de l'homme qui est fonctionnelle et qui est citée en Afrique et dans la sous-région. Il a en outre réaffirmé que les Nations Unies sont déterminées à œuvrer pour la construction d'un Niger meilleur. Nous voudrions, pour conclure, dire que ces relations entre les Nations Unies et
le gouvernement nigérien, qui sont très fortes et que nous voulons renforcer, nous les devons aussi à des hommes et à des femmes qui laissent leur famille jour et nuit, qui passent des journées entières dans leurs bureaux sur les terrains pour vraiment contribuer au développement du pays. Dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015, les Nations Unies entendent poursuivre leurs efforts dans divers domaines de développement durable au Niger, notamment le renforcement de la résilience des systèmes et des communautés. Sans transition, clôture hier après-midi au Palais des Congrès de Niamey du Forum sur l'alimentation scolaire. Un forum qui a permis aux participants d'échanger sur les mesures à mettre en œuvre afin d'améliorer l'alimentation scolaire au Niger. D'autres précisions avec Ali Sissé Ibrahim. Pendant 2 jours, les participants au Forum sur l'alimentation scolaire qui a regroupé des délégations venues entre autres du Brésil et de la Côte d'Ivoire se sont penchés avec les Nigériens sur les problèmes qui entourent l'alimentation en milieu scolaire afin de trouver des solutions à travers la sensibilisation et la mobilisation autour de l'installation des cantines scolaires. Pour Daniel Balaban, directeur du Centre d'excellence de lutte contre la faim du Brésil, l'heure est à l'union des efforts de tous les partenaires pour renforcer l'installation des cantines scolaires. Fernanda Cassiana de l'Agence brésilienne de coopération a mis l'accent sur la nécessité de l'engagement de la population en faveur des cantines scolaires. Quant au directeur du PAM au Niger, Thierry Boni, il a réaffirmé l'engagement de sa structure à aider le gouvernement du Niger dans la recherche d'une alimentation saine des scolaires. Dans son allocution de clôture du forum, la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a insisté sur le rôle que doivent jouer tous les acteurs intervenant dans le domaine scolaire. Nos débats ont permis de constater que chaque acteur de l'école nigérienne, l'État, les partenaires techniques et financiers, les collectivités, les syndicats, les communautés villageoises, les parents d'élèves et les élèves ont chacun un rôle à jouer dans la promotion de l'alimentation scolaire. L'alimentation scolaire doit être multisectorielle et sera réalisée de manière participative avec tous ces acteurs dont je viens de citer. C'est dire que nous devons impérativement mettre en place un cadre permanent de dialogue et de concertation dans le cadre de l'opérationnalisation de notre stratégie nationale. La ministre de l'enseignement primaire de continuer en disant que le Niger dispose de nombreux atouts que sont l'initiative 3N et le programme sectoriel pour l'éducation et la formation qui vont concourir à l'amélioration de l'alimentation scolaire. Clôture hier après-midi au Palais des Congrès de Niamey de la réunion du comité scientifique de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique. Une rencontre de 2 jours qui s'est achevée sur une note de satisfaction. Compte rendu Isidore Banaba et Soumaïla Dandi. Après 2 jours d'intenses travaux, les membres du comité scientifique des sociétés d'électricité d'Afrique venus de divers pays d'Afrique ont passé au pain fin les textes relatifs à l'organisation du 18e congrès de l'ASEA qui s'éteindra du 2 au 18 juin 2014 en Angola. Cette première rencontre du comité scientifique de l'ASEA s'est achevée sur une note de satisfaction. Nous avons pu, durant ces 2 jours, épuiser le programme de travail que nous sommes tracés, à savoir qu'il fallait que nous nous informions, étant donné que nous venons de différentes sociétés membres, que nous informions de l'état du secteur électrique nigérien, parce que une des vocations de l'association, c'est l'échange d'expérience. Donc, quelle que soit la réunion qu'on fait dans un pays, on s'imprègne de l'état d'avancement, des programmes, des perspectives et des challenges du secteur électrique du pays dans lequel nous sommes. Pour cette réunion, les objectifs ont été atteints et nous sommes vraiment félicités du sérieux avec lequel tous les participants se sont donnés ces 2 jours pour donc étudier et épuiser l'ordre du jour et avoir une avancée vers des actions concrètes à poser tant scientifiquement que logistiquement sur le terrain. Au cours de cette cérémonie de clôture des travaux, les participants à la rencontre ont adressé une motion spéciale de remerciement aux plus hautes autorités du Niger pour l'hospitalité.
aux représentants du ministre de l'Énergie d'exprimer la disponibilité de l'État du Niger à accompagner les actions de l'AGEA. Au terme des travaux, un comité a été mis en place. Celui-ci est chargé de suivre les résultats issus de ces travaux et de développer ces résultats par consultation avant la tenue dans les prochains mois de la deuxième réunion qui définira les lignes directrices du 18e congrès de l'AGEA qui se tiendra à Luanda, en Angola. Actualité dans nos régions, le gouverneur de la région de Tillabéri a procédé mercredi dernier à Ayoru au lancement de la journée internationale de la jeune fille couplée à la campagne « Parce que je suis une fille ». D'autres précisions avec notre correspondant régional, Ismaël Beidi. Cette année, c'est le camp des réfugiés maliens de Tabarbaré, situé dans le département d'Ayoru, qui a été choisi pour la commémoration de la Journée internationale de la fille, couplée au lancement de la campagne « Parce que je suis une fille », sous le leadership de la direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, avec l'appui financier de l'ONG Plan Niger Tillabéri. L'objectif visé à travers cette journée est de promouvoir la scolarisation de la jeune fille. Après le mot de bienvenue du préfet d'Ayoru, ce fut au tour du directeur de l'unité de programme de Plan Niger Tillabéri de prendre la parole pour remercier les autorités administratives de la région pour tous les appuis qu'elles ne cessent d'apporter aux actions de leur organisation. Avant de revenir sur le choix du thème. Le thème de la Journée internationale de la fille, consacré par les Nations Unies en 2013, est innover pour l'éducation des filles. Ce thème cadre parfaitement avec la stratégie de plan en matière de scolarisation, notamment des filles. En effet, Plan travaille pour la promotion du droit des enfants à une éducation de qualité sur les 3 axes définis par l'État dans son programme de développement de l'éducation, à savoir l'accès, la qualité et le développement institutionnel. D'ailleurs, notre plan stratégique a mis un accent particulier sur la scolarisation des filles et la prise en compte des enfants en situation d'urgence dans le programme éducation. Ensuite, les élèves du camp ont livré un message à l'assistance sur la scolarisation de la jeune fille. Le gouverneur de la région de Tillabéri a saisi l'occasion pour remercier également l'ONG Plan Niger pour tous les efforts qu'elle déploie dans la région, surtout dans la promotion de la scolarisation de la jeune fille. Plan Niger est un partenaire privilégié de la région de Tillabéri. Plan intervient dans plusieurs secteurs. Le secteur principal, c'est l'éducation. Évidemment, les crises alimentaires, les catastrophes que le Niger vit de temps en temps sont prises en charge par Plan Niger qui intervient à travers des distributions gratuites ciblées au niveau des ménages vulnérables de la zone d'intervention de Plan Niger. Le clou de cette cérémonie a été marqué par la remise de cadeaux aux 11 élèves admis cette année au CFEPD. Toujours dans nos régions, réunion hier à Dosso du comité régional de santé au titre de l'année 2013. Objectif, évaluer et adopter le plan d'action annuel 2013. D'autres précisions avec Murtala Zouberou et Seni Yaye. Après 3 jours de réflexion pour l'élaboration d'un plan d'action annuel sur le plan sanitaire, le comité régional de santé au titre de la région de Dosso s'est réuni ce jeudi 24 octobre, avec pour objectif cette fois-ci l'évaluation et l'adoption du dit plan par le conseil régional et les autorités administratives de la région. À l'ouverture des travaux, Adadi Issa, deuxième vice-président du conseil régional et président de la cérémonie, est revenu sur l'importance de la participation communautaire dans le système de la santé dans notre pays. Cette réunion m'offre l'opportunité de rappeler l'importance de la participation communautaire dans le système de santé de notre pays comme moyen
d'amener les populations à s'impliquer dans la gestion des formations sanitaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la participation communautaire est un processus par lequel des groupes particuliers, des personnes ayant des besoins communs et vivant dans un périmètre déterminé s'emploient activement à définir leurs besoins tout en prenant des décisions et en se dotant de mécanismes destinés à satisfaire ces mêmes besoins. Tout comme le directeur régional de la santé publique, Adadi Issa, deuxième vice-président du conseil régional, a attiré l'attention des participants quant à l'importance qu'accorde le président de la République, Issoufou Mahamadou, à la question sanitaire. La santé de nos populations constitue une priorité pour les plus hautes autorités de la République du Niger, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. D'ores et déjà, je sais que je peux compter sur la qualité des résultats qui découleront des travaux de cette Assemblée constituée, des membres du comité, des cadres techniques, centraux, régionaux et départementaux, des représentants de la communauté, des élus locaux, de la chefferie traditionnelle et des partenaires techniques et financiers qui ont fait preuve d'adhésion et d'implication dans les questions afférentes à la santé de la population de la région de Dosso. Cette réunion du comité régional de la santé va permettre à ces agents de santé venus des 4 coins de la région de Dosso d'échanger sur plusieurs points afférents à la santé pour qu'à la fin de ces travaux, un plan d'action de santé puisse être trouvé pour le bien-être des populations de la région. Sport dans cette édition avec le lancement hier après-midi à Niamey du tournoi international de volleyball. Cette compétition qui se tient dans le cadre des éliminatoires du mondial 2014 de volleyball réunit 4 pays africains dont le Burkina Faso, le Ghana, le Nigeria et le Niger, pays hôtes. D'autres précisions avec Damana Abdoulaye et Jamilou Moro. Ce service du ministre de la Jeunesse et des Sports marque le lancement du tournoi de volleyball de la zone 3. Cette compétition qui s'inscrit dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde de volleyball dans sa phase zonale a réuni 4 pays de la sous-région dont le Burkina Faso, le Ghana, le Nigeria et le Niger, pays hôtes de ce tournoi. Cette retrouvaille de l'élite de la zone 3 de volleyball ici même à Niamey témoigne de l'engagement et de la détermination de la Fédération nigérienne de volleyball FENI Volley. Nous sommes fiers en tant que représentants de la Confédération que le Niger ait accepté de bien vouloir abriter cette compétition. C'est donc également l'occasion de remercier toutes les autorités du pays, en premier lieu le ministre de la Jeunesse et des Sports et également le président de la Fédération nigérienne de volleyball qui, depuis son accession à la tête de cette fédération, apporte un plus et se bat pour le développement du volleyball nigérien et également pour le développement du volleyball sous-régional. Marquant de sa présence à cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports a vivement félicité la FENI Volley pour le travail abattu avant d'appeler les joueurs à faire preuve de fair play et aux officiels d'observer l'impartialité la plus totale tout au long de ce tournoi. Une fois de plus, la jeunesse de la sous-région africaine, venue du Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria et du Niger, s'est donné rendez-vous ici, à Niamey, pour matérialiser l'intégration sous-régionale à travers le volleyball. Permettez-moi de transmettre toutes mes félicitations aux membres de la Fédération nigérienne de volleyball et au comité d'organisation de ce tournoi qui,
sous la conduite de son dynamique président, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce tournoi. Le match d'ouverture de cette compétition a aligné les voleurs nigériens à leurs homologues nigérians. Cette rencontre s'est soldée sur le score de 3-7-0 en faveur du Nigeria. A noter qu'avant l'ouverture officielle, le Ghana disposait du Burkina Faso. Il faut retenir qu'au cours de ce tournoi, c'est les deux meilleures équipes qui vont se qualifier pour le tour continental. Pour sa deuxième sortie, le Niger croisera le fer face au Burkina Faso et le troisième match face au Ghana. Mobilisons-nous donc tous autour de nos ambassadeurs pour les pousser à l'exploit et décrocher le ticket qualificatif pour le mondial 2014 de volleyball prévu pour se tenir en Pologne. Culture à présent, nous irons à la découverte des Cherokees, un peuple resté très conservateur aux États-Unis d'Amérique. Chez certains, l'école est même perçue comme un facteur d'acculturation négative. C'est un reportage de Abdurrahman Zongoma depuis Cherokee avec l'appui de l'ambassade des États-Unis au Niger. Dans les régions montagneuses du sud-est des États-Unis d'Amérique, nous sommes partis à la rencontre des Américains autochtones, c'est-à-dire les Amérindiens, avec qui Christophe Colomb a été en contact lorsqu'il a découvert les Amériques en 1492. Ils ont payé un lourd tribut de la colonisation européenne, décimation d'une grande partie de leur population, expropriation de ce qui reste et tentative d'anéantissement de leur civilisation. Après la guerre civile américaine, ils ont accédé à un statut d'indépendance, avec la restitution d'une grande partie de leur territoire montagneux. Ici, dans Kala Art and Craft Mutual, une galerie d'art, nous avons rencontré Fine Journaliste. Elle est vannière, tout comme sa mère et sa grand-mère. Elle fait de l'art qu'elle exerce un canal pour transmettre la culture de sa communauté. My mother taught me how to make different kinds of baskets, waste paper baskets, fruit baskets, handle baskets, egg baskets. In the school system that do the baskets and stuff, so I'm not too worried that it's going to die out or anything. Dans la galerie d'art où elle expose, d'autres œuvres qui traduisent l'originalité de la civilisation des Cherokees, des populations qui ont su garder leur mode de vie traditionnel d'autochtones américains et qu'ils n'hésitent pas à exhiber à travers des danses ancestrales. Peuple très conservateur, l'école est perçue chez certains d'entre eux comme un facteur d'acculturation négative. Contrairement aux autres citoyens américains, les Cherokees sont exonérés sur leur territoire de plusieurs taxes, une discrimination positive pour les aider à mieux se prendre en charge. Ici, à Cherokee, il faut le rappeler, nous sommes sur un territoire indépendant où vivent des populations autochtones. C'est principalement des Indiens à qui les États-Unis d'Amérique ont donné la liberté de se gérer eux-mêmes. Pour cela, ils ont mis en place une administration indépendante, une police indépendante. Et c'est depuis Cherokee que ce reportage vous est envoyé par Moustapha Abdrahman Zongoma en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Les 16 et 17 octobre dernier, le président de la République, Issoufou Mahamadou, était à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour assister à la conférence des chefs d'État et de gouvernement couplée aux activités commémoratives du 20e anniversaire de l'OADA. Le point de ce voyage avec notre envoyé spécial, Alzouma Seyni Soumaïla. Très bonne réception, excellent début de week-end à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA a été créée par le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis, en île Maurice. Son rôle principal est de rationaliser l'environnement juridique et judiciaire des activités économiques des différents États membres et créer un nouveau pôle de développement en Afrique. Cette organisation panafricaine a tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 17 octobre 2013 à sa première conférence des chefs d'État et de gouvernement, couplée aux activités commémoratives du 20e anniversaire de l'organisation. Pour que le Niger soit valablement représenté à cet événement majeur, le président Issou Mahamadou a fait le déplacement à Ouaga
Dès sa descente de l'avion, il a expliqué l'importance de cette rencontre de Ouagadougou pour les pays africains en pleine expansion économique comme le Niger. De nos pays, vous savez que nos pays sont en plein boom économique, avec des taux de croissance presque à 2 chiffres. Et pour que cette croissance puisse se conforter, il faut davantage mettre l'accent sur le droit des affaires, harmoniser davantage le droit des affaires au niveau de l'espace que connaît. Et j'espère que la réunion de Ouagadougou demain y contribuera. Le président Issou Mahamadou s'est par la suite rendu à une réunion de travail avec les présidents Boni Yayi du Bénin, Blaise Compaoré du Burkina Faso, Faure Yadema du Togo et Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, dont les pays sont aussi membres de la CEDEAO. Une réunion qui a essentiellement porté sur la construction de la boucle ferroviaire Abidjan, Ouaga, Bobo, Niamey, Parakou, Cotonou. Notre ambition, c'est de toujours pousser en avant les progrès pour nos États, pour nos populations. Et il se trouve que dans cette démarche, il est essentiel aujourd'hui de fluidifier le trafic, le mouvement des hommes, des marchandises. Et nous avons bien sûr comme projet prioritaire en période de l'histoire la construction de la boucle ferroviaire qui doit quitter Abidjan jusqu'à Lomé, en passant par le Ouagadougou, Lori, Niamey, Parakou, Cotonou et Lomé. Le président Issou Mahamadou a ensuite rencontré la communauté nigérienne vivant au Burkina Faso. Il a été question pour le président de dresser le bilan de ses actions dans les différents secteurs de développement. Au cours de cette rencontre, il a souligné que plusieurs promesses électorales ont été honorées, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, du développement et de la sécurité du pays. Les questions de développement étaient également au centre d'une audience entre le président Issou Mahamadou et le président béninois Dr Boni Yayi. Nous avons parlé de la prospérité de notre sous-région, d'abord partant, disons, des objectifs de notre espoir ou l'espérance que nous plaçons à ce sommet de l'Ouada, qui constitue un sommet de la maturité pour permettre à notre secteur privé de nous accompagner dans nos réformes. Vous voyez très bien que nous avons l'intention dans la sous-région d'afficher des taux de croissance économique très forts, élevés, qui puissent nous permettre d'éradiquer la pauvreté, ce qui suppose notre part un certain nombre de préalables, au rang desquels figure l'assainissement de l'environnement juridique, judiciaire, disons, de cet environnement, et naturellement accompagner des réformes structurelles, la fiscalité, les infrastructures, pour permettre à ce secteur privé d'être au rendez-vous. En ce qui concerne les infrastructures, vous travaillez à l'énergie, les rails. Donc avec le président, vous savez très bien, le Niger et le Bénin sont condamnés à vivre ensemble. Donc nous avons discuté du projet de la boucle Abidjan, Ouaga, Bobo, Niamey, Parakou, Cotonou. Et le président et moi, je crois que nous sommes décidés, au même titre que d'ailleurs le rôle de leadership que les autres chefs d'État veulent jouer, tels que le président Alassane et le président Blaise Compaoré. On en a parlé hier, donc nous avons finalisé avec mon frère ce matin. À la suite de toutes ces rencontres, le président du Niger, avec plusieurs de ses homologues d'Afrique, s'est rendu à la salle des banquets de Ouagadougou pour assister à l'ouverture des travaux de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OADA, une institution qui incarne désormais les symboles d'intégration et de réussite du continent africain, a précisé le président du Burkina Faso à l'ouverture des travaux. Aujourd'hui se tient la première réunion statutaire de notre Conseil. Au-delà de la symbolique que représente son inscription dans le cadre des manifestations marquant le 20e anniversaire de l'OADA, la rencontre de ce jour traduit notre volonté de conférer à notre organisation les atouts essentiels pour aborder l'avenir avec sérénité et impulser la réalisation des missions qui lui sont assignées dans un contexte de compétition où les pays en développement doivent prendre pleinement leur place dans le jeu économique mondial. Il s'agit de travailler à relever avec succès les nombreux défis imposés à notre continent par la désorganisation du tissu économique de nos pays consécutive à la crise économique mondiale dont la persistance
affectent l'élan de développement. Cette conférence des chefs d'État et de gouvernement a clos ses travaux à travers la lecture d'un communiqué final qui vise en substance la redynamisation des structures de l'OHADA. La conférence des chefs d'État et de gouvernement constate avec satisfaction que l'espace OHADA, qui constitue actuellement un marché d'environ 225 millions de consommateurs et représente un produit intérieur brut de 275 milliards de dollars américains, connaît une croissance soutenue en dépit des soubresauts de l'économie mondiale. Avec un taux de croissance moyen annuel de 2,74% entre 1985 et 1997 à 4,2% entre 1998 et 2011. Elle se félicite, en outre, de l'amélioration des inducteurs de création d'entreprises, de l'évolution positive des crédits à l'économie et de l'importante progression du niveau des investissements directs étrangers qui se situe entre 5,19 et 6,38% du PIB pour l'espace OHADA. Pour les spécialistes de l'OHADA, l'organisation est certes un modèle d'intégration juridique, mais elle a besoin d'être accompagnée de manière effective par les différents États membres. La création de l'OHADA est partie du constat que dans l'ensemble des pays qui ont adhéré à ce traité, le droit des affaires était devenu obsolète et ne répondait pas à la dynamique des entreprises et ne répondait pas aux besoins de booster l'économie de ces États. Donc c'était un droit qui était disparate, qui se présentait comme une sorte de patchwork, où vous aviez plusieurs textes qui n'étaient pas clairs, qui étaient enchevêtrés, et donc qui n'offraient pas une certaine lisibilité pour la conduite des affaires. Donc l'idée a été mûrie de créer une organisation qui va harmoniser le droit des affaires dans l'ensemble de ces États pour permettre une meilleure lisibilité et assurer par le même temps une sécurité judiciaire dans ces États-là. C'est ainsi donc que le traité a été signé en 1993 à Port-Louis en île Maurice. Et à l'époque, l'OHADA regroupait 16 États membres. Vous avez les États membres de la zone franc de l'Afrique de l'Ouest et les États membres de la zone franc également de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, l'OHADA compte 17 États. Le 17e État étant la République démocratique du Congo qui a adhéré je pense qu'il y a un an, ou en tout cas moins d'un an. Et il y a également d'autres États qui observent l'évolution de l'OHADA, notamment des États anglophones. Et même en dehors de l'Afrique, il y a des États, par exemple dans les Caraïbes, qui observent également le processus d'harmonisation de l'OHADA. Ça veut dire que l'OHADA a un rayonnement international, aussi bien au niveau africain qu'au niveau international. Cette conférence des chefs de gouvernement qui a été créée en 2008, elle a donc éminemment un rôle politique parce qu'on rendit compte qu'après plusieurs années d'application du droit OHADA, eh bien, certes l'organisation a pris de la maturité, mais elle s'essoufflait. Donc il fallait une volonté politique forte. C'est pour ça qu'on a estimé qu'il fallait que les chefs d'État également s'impliquent au-dessus du rôle que jouaient les conseils des ministres. Ces assises de Ouaga traduisent la volonté politique des dirigeants des pays membres de l'OHADA à faire de l'institution un véritable modèle de réussite africaine pour les Africains et par les Africains.